Bonsoir. À propos de déforestation, notre pays connaît malheureusement l'un des taux de déforestation les plus rapides au monde. Comment renverser la vapeur et reconstituer notre couvert végétal? Eh bien, on va en débattre tout à l'heure. Et le FPI et le défi de sa redynamisation, c'est ce dont il sera question avec notre invité pour la deuxième partie du talk. Eh bien, nous serons en compagnie d'Issiaka Sangaré. Il est secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Je vais dire à tous les téléspectateurs que je me suis fait chambrer pendant le générique par mes amis autour de cette table, parce qu'effectivement, il était question de protestation, de réforestation et de déforestation. Mais bon, après, je me suis retrouvé bien comme il faut. Bonsoir à vous, Oyez. On est très heureux d'être à votre compagnie. Merci à tous. Merci Alizé, merci beaucoup. Bonsoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonsoir Brice. Merci pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bonsoir Alain. Bonsoir Brice. Vous qui êtes un enchanteur des mots, donc. On ne parlera pas de défrisage ce soir. Je m'en doutais. Très bien. Bonsoir Pascal. Bonsoir Brice, Action et tout ce qui s'est passé avant. J'espère que vous allez bien aussi. Ça va très très bien. Bah écoutez, hein, c'est le début de la semaine. Ça arrive même au meilleur. Hein. Voilà, allez, ça suffit. Pour l'instant qu'il n'y a pas de déforestation, ça peut aller. Ça y est, on va parler de déforestation juste après ce qui suit. Bon, c'est vrai que ça fait moins sourire quand même. Il faut noter qu'au cours des 60 dernières années, près de 90% de la surface de la forêt ivoirienne a disparu. Comment pallier cette situation? Bien, on va en débattre au cours de cette émission avec Alain Toussaint, Pascal et Élisée Bolougbe. Alors, déjà, le constat, il est effrayant quand même. Notre forêt qui fait cette fierté ivoirienne est en train de mourir, il faut le dire. Pascal. Oui, alors il y a un rapport qui a été publié fin juin 2021 qui dit que notre inventaire forestier pour 90% a disparu depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. On assiste à l'un des mouvements les plus rapides en termes de déforestation. Et puis ce taux, non seulement il est le plus rapide, mais il est également l'un des plus élevés d'Afrique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas que l'agriculture qui souvent est montrée du doigt. Il y a aussi l'avancée urbaine qui doit se faire de façon maîtrisée et contrôlée dans un système durable qui n'est peut-être pas aussi bien pensé qu'on le voudrait. Et cette déforestation-là ne doit pas paraître comme un sujet lointain parce qu'en fait, véritablement, et les Ivoiriens l'ont vécu aujourd'hui, il y a des dérèglements climatiques qui en résultent. Vous avez certainement vu passer les images de certains points d'inondation. C'est vrai que ce n'est pas dû seulement au dérèglement climatique, il y a aussi les infrastructures qui sont en cours ou pas terminées, etc. Il y a d'autres facteurs, mais enfin, ce dérèglement climatique, il est bel et bien là. Donc les mots doivent renvoyer à une vraie réalité. Ce qu'il faut dire de façon très pragmatique, c'est que quand la forêt diminue, nous sommes en danger. Donc, il faut faire quelque chose. Alain Toussaint. Écoutez, je pense qu'effectivement, ces 60 dernières années, le couvert forestier ivoirien a connu, comme on dit, a baissé de volume. Là, moi, je voulais plutôt parler de l'industrie du bois, qui est en partie aussi, puisqu'on parlait des facteurs responsables de cette situation. On a connu les 20 glorieuses, notamment de 60 et 80, où cette industrie s'est énormément développée, épousant le rythme de la croissance du pays, donc la période post-indépendance avec l'économie qui a connu un véritable boom. Et puis, avec la crise de 1985, les mesures d'ajustement structurel qui ont également impacté notre économie. Le problème, c'est que la forêt ivoirienne, d'après ce que j'ai pu comprendre, n'a pas connu la gouvernance qu'elle aurait dû connaître. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'exploitations abusives, il y avait pas mal de scieries dans le pays, beaucoup étaient en situation de clandestinité et ces sociétés, ces compagnies opéraient
sans devoir tenir compte d'un certain nombre d'urgences. Alors l'urgence était justement la préservation de nos forêts. Et donc aujourd'hui, il faut peut-être relancer cette politique de reboisement ou de reforestation pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver en tout cas une bonne partie de son couvert forestier. Vous parliez des conséquences, hein. On parle de la baisse de la pluviométrie, le dérèglement des saisons, vous en parliez Pascal, la disparition de nombreuses espèces animales. On en parle à propos des conséquences de cette déforestation. Et puis, il n'y a pas que de... quand on sort du constat, il disait Boulougou, avec vous, on va parler surtout de solutions. Il faut forcément reboiser, il faut réhabiliter ce couvert forestier. Oui, moi, comme tu l'expliques si bien, hein, Brice, Alain et Pascal ont planté le décor, ont plus ou moins évoqué les éventuelles causes liées au fait que nous soyons aujourd'hui dans une situation de déforestation. Donc, on va peut-être se plancher sur les solutions. Moi, je pense qu'en guise de solution, dans un premier temps, il faut que déjà Force reste à la loi. Parce que l'une des causes aussi de la déforestation, en plus de tout ce qui a été évoqué, il y a cette colonisation sauvage-là des parcs et réserves vraiment de patrimoine qui sont censés être des aires protégées qui aujourd'hui sont colonisées de façon sauvage et souvent au vu aussi de tous et que rien n'est fait. Donc je pense que déjà à ce niveau-là, il faut que Force reste à la loi et que tous ceux qui, d'une manière illégale, ont colonisé ces endroits-là soient mis purement et simplement dehors de ces endroits. Ça, c'est déjà la première chose. Je pense que l'État doit aller plus loin et peut-être même instituer ou du moins parvenir à faire adopter une loi qui va obliger peut-être chaque citoyen à reboiser, c'est-à-dire à faire du reboisement une activité obligatoire pour chacun, parce que cela y va en fait de la vie même de la nation. Aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de constater, c'est comme le disait Pascal, cette urbanisation, excusez-moi du terme, mais galopante et un peu sauvage aussi. Je me disais qu'il allait dire sauvage. Voilà, cette urbanisation-là, ça fait aujourd'hui que, je me rappelle encore, il y a quelques années en arrière, disons peut-être une vingtaine d'années, on était beaucoup plus jeunes. Tout ce quartier qui aujourd'hui est devenu palmeraie et tout ça, c'était vraiment des... C'était une palmeraie. Oui, c'était une palmeraie, il y avait beaucoup de végétation. Mais aujourd'hui, à 10 ans, 20 ans après, quand tu le dis à quelqu'un, on ne peut même pas croire. Et Dieu seul sait tout ce qui a été détruit jusqu'à ce qu'on arrive à cette urbanisation. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que des lois soient prises pour obliger déjà le citoyen que nous sommes à pouvoir reboiser. C'est vrai que des opérations sont lancées par le ministère, comme on l'a vu, par exemple, l'opération 51 jours, 50 000 arbres. 50 millions d'arbres. 50 millions d'arbres, voilà, un jour 50 millions d'arbres, c'est de belles opérations, mais qui parfois n'ont pas la communication qu'il faut autour. Donc, ils passent souvent sous les teignoirs ou qui ne sont vraiment pas maîtrisés par les uns. Peut-être qu'il va falloir qu'on mobilise toutes les énergies autour de ces genres d'opérations et que ce soit une journée nationale même de reboisement où chaque Ivoirien doit pouvoir le faire. Je crois que c'est l'une des solutions pour moi qui pourra nous aider à rebâtir le couvert végétal. On va revenir si vous avez d'autres solutions. Alors Pascal, justement, des solutions, elles existent sur le modèle de ce qui s'est fait ailleurs. Vous voyez le modèle de ce qui s'est fait ailleurs. Ça a bien marché aussi. A bien marché parce qu'il y a des contraintes et il y a un suivi. Je dis cela parce que vous vous souvenez tous de plusieurs artères qu'on a boisées et puis on a laissé les arbres mourir, tout simplement. Vous voyez. Donc cette question-là aussi, la question du suivi, de l'entretien, la question de la pérennité des opérations est à voir. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on associe justement les populations à une telle opération et j'espère que les 600 milliards qui sont évoqués pour le plan de reforestation en Côte d'Ivoire pour gagner 20% de notre couvert forestier, que ces 600 milliards ne vont pas servir qu'à la partie technique, à la partie achat de plans, parce qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie adhésion des populations qu'il faut susciter. Et pour moi, ça fait partie également des solutions. L'autre solution aussi peut venir de l'industrie. J'ai observé par exemple qu'en Chine, il était beaucoup fait usage du simili-bois. C'est-à-dire que vous pouvez observer un meuble, une table, une chaise. Vous pourriez penser qu'il s'agit du bois, alors qu'en réalité, ce n'est pas un procédé industriel. Il y a peut-être en termes de composition que 20 ou 30% de bois. Donc je pense que ça, ce sont aussi des pistes à explorer. Oui, il y a des pays qui n'ont pas notre couvert forestier, qui utilisent beaucoup d'autres matières. Le Burkina utilise beaucoup le fer pour faire un certain nombre de choses. Les portes là-bas sont en fer, les fenêtres aussi. Ils utilisent beaucoup moins de bois, donc du coup, à un moment donné, il va falloir... Mais il y a toutes ces solutions-là. Et puis quand on en trouve, malheureusement,
il y a des problèmes autour, il y a des solutions. Là, on parle d'une société qu'on a créée qui avait son expertise, donc sur la base de ce qui s'est fait ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, au Kenya, et puis après, rififi autour. C'est pas très verdoyant tout ça, pour utiliser l'expression. Oui, pour rappeler le contexte, il faut dire que la société Seedballs, puisque c'est d'elle dont il s'agit, s'est fendue d'une vidéo de la première responsable qui aurait donc, après un certain nombre de tractations depuis 2019 avec le ministère redites-moi, des eaux et forêts, conclu un certain nombre d'accords et un certain nombre de partenariats qui garantissaient que Seedballs allait faire bénéficier au ministère, donc à la Côte d'Ivoire, de son expertise. Et ce qu'elle dit, la directrice générale, c'est une expertise qu'elle n'a pas brevetée parce que c'est un procédé qui, somme toute, est très simple et puis qu'elle a acquis elle-même de façon gratuite en allant se former au Kenya, d'où est issue, comme vous le savez, la prix Nobel de la paix, qui elle-même est très engagée sur les questions écologiques et c'est ce qui lui a valu son prix. Donc elle revient en Côte d'Ivoire et de fil en aiguille, elle transmet ces technologies au ministère à la demande du ministère dans le cadre du contrat qui les lie. Et elle est étonnée aujourd'hui de se rendre compte qu'un certain nombre de ses partenaires, mais aussi sa technologie, dont elle est précurseur, en tout cas c'est ce qu'elle affirme en Côte d'Ivoire, se retrouvent dans d'autres projets alors même qu'elle a annoncé cet important financement. Déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a une solution déjà qui semble intéressante. Donc, on parlait de pistes et de recherche de solutions. Il y a des Ivoiriens qui ont des solutions pour pouvoir faire face à la situation qu'on vit actuellement. C'est déjà important de le noter. Oui, ça c'est déjà une très bonne chose. Moi, quand j'ai lu aussi cette histoire, bon, comme on le dit, on ne peut pas aussi aller en fond dans le commentaire dans la mesure où il faut aussi avoir la version peut-être de la partie adverse, c'est-à-dire la partie du ministère que nous attendons tous. Donc, on ne peut pas déjà se fier sur cette seule version-là pour pouvoir trancher. Mais déjà, ce que je veux dire, comme tu le disais si bien, c'est déjà bon de savoir qu'on a des personnes qui, elles, disposent d'un certain nombre d'expertises qui peuvent nous aider et éventuellement à rebâtir, à reconstruire ce couvert forestier comme il en est. Mais comme je le dis très souvent, l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Oui. C'est déjà une très belle initiative qu'elle a eue. Peut-être que parmi les interlocuteurs, en plus de l'État, il aurait été bien peut-être d'approcher des privés, des particuliers, des industriels qui peut-être auraient compris la pertinence de ce projet-là. C'est vrai que je crois que la pertinence, c'est indiscutable. Voilà, on est tous d'accord que le projet est pertinent. Voilà, c'est peut-être l'exécution qui pose problème. Voilà, on parle de faire naître des champions nationaux. C'est important que tous les jeunes soient mobilisés derrière ce type de projet. Parce que quand vous avez une telle enveloppe financière, je ne suis pas certaine que Mme Traboulsi veuille à elle seule en disposer, mais je suis sûre qu'avec l'expertise des industriels, parce qu'il ne faut pas non plus tout donner à des amateurs, mais je suis sûre qu'on aurait créé un vrai élan autour de ce financement et qu'on aurait fait naître ces fameux champions nationaux, pas seulement dans le numérique, autour de la question écologique en Côte d'Ivoire. Encore une fois, je suis désolé, mais bon, si les histoires, parce qu'il y a quand même un enjeu national, vous en parliez tout à l'heure, qui est le reboisement, et on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est en train de parler d'argent, encore une fois, de querelles autour de financement, de à non, quoi mais ça... Il n'y a pas de querelle. Il y a une dame, Sarah Traboulsi, qui a contacté les autorités, notamment le ministre qui a été contacté en premier, d'ailleurs. Qui a été contacté et qui a mis en place, comme on dit, une convention de collaboration. Et il se trouve que, quelque temps après, elle a été mise sur le côté et l'autorité a préféré avancer seule dans ce projet qui n'est pas le sien, d'après ce que l'on sait. Et je pense qu'il lui était intéressant, peut-être, d'inviter un responsable du ministère, parce qu'il faut aussi que, quand il y a ce genre de situation, les autorités s'expriment. Je vais terminer, et voilà, pour éclairer, enfin, quand même, l'opinion, parce que beaucoup de jeunes Ivoiriens ont des projets, et parfois, cela se termine comme le projet de Sarah, projet récupéré par des structures qui ont plus d'argent, etc. Et là, il faut que le Peut-être que le projet aussi n'est pas complètement... Non, celui de Sarah, Madame Sarah Traboulsi, était quand même très, très bien abouti. Moi, je la connais et j'ai déjà eu à discuter de ce projet avec elle depuis quand même 2-3 ans. Donc, il serait peut-être intéressant que le ministère concerné
éclaire l'opinion sur cette situation de détournement de projet. Quand il s'agit d'argent public, il faudrait qu'on ait tout de suite le réflexe de savoir, soit par la voie parlementaire, soit par la voie de consultation publique, où l'argent public part. Écoutez, notre souhait, ce serait d'avoir donc sur notre plateau, pas forcément pour parler comme nos amis du tribunal, non mais surtout qu'on puisse avoir des explications déjà sur la politique de reboisement, donner les détails, donc que le ministère puisse réagir donc, à notre invitation pour pouvoir, dans un premier temps, pas forcément réagir à la polémique, mais déjà expliquer aux Ivoiriens, faire l'état des lieux et puis surtout ce qu'on propose en plus de tout ce qui est théorique dont on a un peu parlé ce matin, ce soir, donc qu'on a abordé un tout petit peu de façon superficielle, mais avec plus de données. Donc pour nous, c'est l'occasion d'inviter Monsieur le ministre ou ses services compétents pour pouvoir donc répondre à une de nos invitations pour être présent sur ce plateau-là, pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Et puis, sait-on jamais, donner sa part de, on va dire quoi, de vérité à propos de cette affaire-là. Quand on sait que... Oui, allez-y, quand on sait que... Quand on sait que vous avez vous-même un arbre dans votre jardin. Exactement, exactement. Je suis vert, tout simplement. Bon, j'arrête décidé d'arrêter les blagues sur les couleurs, donc du coup, j'en ferai pas ce soir. Fin de notre petit débat du jour, on passe tout de suite à notre Lu Vu Entendu. Le Lu Vu Entendu du jour nous vient de la une du quotidien L'Héritage qui nous dit, donc à sa une, exclusif, pour le retour de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, Ouattara prépare un gouvernement d'union en 2022. Le PDCI, le PPA-CI, le FPI annoncé dans la nouvelle équipe. Élisée, je regarde votre réaction. Ça vous fait un tout petit peu sourire parce que vous avez envie de poser la question. Qui leur a dit ça? Bien évidemment, la question se pose et puis elle a son sens dans la mesure où, généralement, pour ces gens d'information, quand la plupart du temps, c'est juste un organe qui en parle alors qu'on a plusieurs titres au pays. Donc, ça laisse quand même à prendre avec des pincettes. Je ne dis pas que ce qui est dit est faux, mais je dis que ça donne quand même à réfléchir, à mener plus d'investigations pour en savoir un peu plus. Mais ce que je note, et je voudrais... La question que j'allais poser, c'est est-ce possible? Rien n'est impossible. L'investigation ou le gouvernement d'union? Non, le gouvernement d'union, je pense, c'est la question de Brice. Moi, je pense que rien n'est impossible aujourd'hui. Dans la configuration dans laquelle nous sommes actuellement, rien n'est vraiment impossible. Une chose est certaine, on peut peut-être reprocher beaucoup de choses à nos dirigeants politiques, mais ces derniers mois, je dirais vraiment ces 5 derniers mois, on a vu des gestes, on a vu des actions qui montrent que les uns et les autres ont vraiment cette volonté-là d'aller vers l'apaisement, d'aller vers la réconciliation, peut-être parce que les uns et les autres ont compris ou après tout ce qu'on a vécu par le passé, on finit par comprendre que on pouvait faire la politique sans forcément parvenir aux violences. Donc moi, je dis que ce n'est pas impossible. Maintenant, moi, pour ma part, j'estime que cela ne serait possible que si on reste dans la dynamique dans laquelle on est jusqu'à 2022. C'est vraiment la condition pour moi pour qu'on puisse parvenir à un tel gouvernement. C'est vrai qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais pour moi, c'est forcément conditionné à ce qu'on reste dans cette dynamique d'apaisement, dans cette dynamique de quiétude et de paix-là, pour qu'on puisse parvenir à un tel gouvernement. Alain Toussaint, vous êtes analyste politique. Déjà, la création d'un gouvernement d'union répond-elle à des circonstances? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce gouvernement d'union-là est la solution pour amener, comme ils disent, la paix définitivement en Côte d'Ivoire? Écoutez, chacun voit midi à sa porte. Un gouvernement d'union... Certaines personnes nous ont dit sur ce plateau-là que le gouvernement d'union nationale n'a jamais vraiment marché. Oui, ça c'est un autre sujet, en fait. Mais il y a un gouvernement d'union... Lorsqu'on sort d'une situation politique, tension, crise, etc., mais on a quand même eu des élections législatives le 6 mars dernier. L'opposition Gore, EDS et Alliés ont quand même près de 17 députés. C'est pas négligeable, ça. N'est-ce pas, Élisée, vos amis sont représentés au Parlement. C'est pas du tout négligeable. Maintenant, vous souhaitez... Parce qu'il a commenté, mais c'est un vœu, il aimerait bien que ses amis soient au gouvernement, un vœu pieux. C'est pas vrai, Alain. Est-ce qu'en 2022, on aura un gouvernement d'union? Moi, franchement, je ne veux pas lire dans une boule de cristal.
je ne vois pas de signaux ou Des raisons. Voilà, des raisons, d'autant que les partis s'organisent aujourd'hui. On a des élections municipales et d'autres locales en 2023, la présidentielle en 2025. Et vraiment, je serais étonné que cela puisse se faire. Pascal. La fragmentation et la déflagration du système ou de l'écosystème politique est moins rapide ou est moins évidente quand les unions sont faites. Et pourquoi 2022 ? Parce que je pense qu'on sera à mi-mandat pratiquement, qu'il va falloir reconnaître ou connaître ses alliés et savoir à quel moment donc ils pourront être importants dans les coalitions à venir. Je pense déjà l'union c'est toujours mieux que la division, vous me direz vérité de la palisse, mais en même temps ce gouvernement d'union ne devra pas, je l'espère, se réduire à une course au poste. Il faudra vraiment que ce soit des responsabilités partagées, parce que nous avons plusieurs fois reçu des responsables politiques ici qui nous ont argué qu'ils avaient rejoint des gouvernements presque sous la contrainte et qu'ils n'étaient pas responsables, suivez mon regard, des actions qui étaient menées par ce gouvernement, alors que Piquet-Pan, il se présentait en Conseil des ministres et il défendait, j'espère pour eux, leur ministère et leurs orientations. Il n'était pas si bridé que ça, en tout cas je veux bien le croire. Donc les gouvernements ou le gouvernement d'union annoncé est une bonne chose, je l'espère pour les partis qui sont cités ici. Plus large il sera, mieux ce sera. Et ne vous y fiez pas, il n'y a pas que des strapontins ministériels. Il y a aussi tous les postes de direction centrale, de direction générale de l'administration qui sont concernés quand on fait une union. On vient avec ce qu'on propose et puis on a des compromis. Espérons pas trop de compromission. Vraiment, ce serait miraculeux que cela se fasse. Vous n'y croyez pas? Oui, pas très nombreux ceux qui... Et puis la source quand même, disons en un mot, l'héritage. Qui est reconnu un journal comme du étant... PDCI, un tirage assez Un confidentiel. journal proche du PDCI. Peut-être Est-ce que c'est un un journal appel PDCI? du pied. C'est un journal proche du PDCI ou c'est un journal du PDCI? Du Il y a PDCI, nuance. je crois. Proche du PDCI. Proche. Proche du PDCI. Moi, j'aurais dit proche, Alain. Proche, bon, d'accord. Bon, après, j'ai retrouvé une nouvelle expression dans l'article, le triumvirat Bédié-Ouattara. Ah tiens, c'est peut-être moi qui ai signé là. Exactement. Donc, n'allez pas tout de suite. Non, vous savez, peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. Quand je regarde le bilan du président Ouattara, excusez-moi, cette décennie, je ne pense pas qu'il ait envie de partager ce bon bilan avec d'autres. Si, Allez, vous êtes en train de dire que le bilan il est bon en fait. Et vous êtes en train Oui, de dire qu'il est mauvais. Non, c'est une question que j'ai posée. il est appréciable J'ai juste quand posé même. une question. Vous savez, je suis revenu au pays Non, j'ai juste posé une depuis question. 2 ans. J'ai quand même observé un pays qui est au travail, des chantiers. Je pense que ça va. Il y a encore des insuffisances au niveau social, forcément. Il y aura, je pense, une session de rattrapage pour essayer de recaler tout ça. Bon, je veux dire, quand on a un tel bilan... N'oubliez pas qu'on dit qu'on a la porte du paradis, Voilà. attention. Je savais que vous alliez c'est la ça. sortir, mais alors ça... Attention, on l'a entendu. Alors, quand on a un tel bilan et que des élections arrivent, je ne pense pas qu'on ait envie de partager cela avec d'autres. Mais Voilà. encore, Non, mais vous peut-être- parlez dans Est-ce ce que ça sens. se joue- ça se Est-ce qu'on a limite à envie ça de partager son bilan? Mais est-ce que les autres même, ils ont envie de rentrer dans un gouvernement? Mais- Parce que mais- Non, on mais a vu également moi, je certaines vais vous personnes- rassurer tout de suite. Là, on a vu par exemple que des personnalités comme M. Billon disaient on était dans un gouvernement, on n'avait pas les mains libres, on ne travaillait pas Mais comme bien Voilà, sûr. il ne faut pas Donc venir peut-être dire ça qu'eux-mêmes n'ont après. pas envie de rentrer dans un... Donc Non, ça, mais- ça rend la mais- chose mais beaucoup plus Brice- Il y a celui compliquée. qui appelle, mais il y a Non, ceux mais qui Brice, sont appelés. moi je voudrais dire une chose. Il ne faudrait pas peut-être prendre le cas de Billon pour un cas général. Il parlait je parle de son De son ressenti expérience. personnel. Et puis aussi, ne perdons pas de vue que M. Billon reste Billon. Quand on dit Billon, on sait de quoi on parle. Oh, de quoi parle-t-on? Je veux parler en fait de M. Billon, qu'on le veut ou non, aujourd'hui fait partie des fortunes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en termes quand même de moyens, il a des ressources. Donc il n'est pas logé à la même enseigne que plusieurs. Ça c'est déjà... Je sais. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui viendront au Ceci gouvernement pour avoir des justifiait- ressources. Non, mais de vous à moi, je ne dis pas forcément que C'est les la gens viennent au rente gouvernement. politique. Non, je ne dis pas que les gens viennent forcément au gouvernement pour pouvoir Vous le chercher de l'argent. sous-entendez, C'est en pas tout ce que- cas. Non. Mais ne me prêtez pas des intentions. Laisse-moi aller au bout de mon développement. Terminé. Voilà. Je dis, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, je parle des alliances qui se font par ici, par là, les appels de pied qui se font par ici, par là, c'est pas des... Comme je le dis, la mouvance dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une mouvance qui offre la possibilité, je dirais, à toutes les combinaisons possibles. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que c'est impossible qu'on se retrouve un tel chemin. Et aujourd'hui,
on ne perd pas de vue que celui-là qui a les manettes à main, qui dirige un peu et qui depuis longtemps a été taxé du fait de ne pas faire trop d'efforts, c'est le président Ouattara, mais qui aujourd'hui, en tout cas au bout des 5 derniers mois, a montré beaucoup d'initiatives allant dans le sens de la réconciliation. Je pense qu'il reste encore ouvert. Rien n'est vraiment fermé. Ça dépendra, comme je l'ai dit, de l'évolution de la situation d'ici jusqu'à 2022. On ne perd pas de vue déjà qu'il y a le FPI de Pascal Affi-N'Guessan qui sera en congrès bientôt. On a vu le congrès du PPACI. On nous a annoncé le congrès du PDCI en 2022. Je pense qu'à l'issue Année de l'Union, du gouvernement d'Union. Voilà, à l'issue de tous ces congrès-là, je pense qu'on aura une lisibilité sur la possibilité ou non d'un tel gouvernement, à mon avis. Ouais. On va marquer une pause et juste derrière retrouver notre invité qui est donc du Front populaire ivoirien. Certainement qui nous en dira. Votre futur voisin. À tout de suite. De notre émission, et bien c'est à cette partie-là que nous recevons notre invité. Ce soir, notre invité, M. Issaka Sangare, il est le secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien. Bonsoir, M. Issaka. Bonsoir. C'est la première question qu'on pose à notre invité. Comment se porte le FPI? Alors, le FPI se porte plutôt bien, parce qu'il faut dire que les événements récents auraient pu faire penser que le FPI connaîtrait une hémorragie dans sa configuration. Mais il n'en est rien. Le FPI, au nom donc de cette clarification-là, est en train donc d'enregistrer de nouvelles adhésions. Ça tombe très bien. J'allais vous poser la seconde question. Qu'est-ce que vous pesez, vu qu'on vous a laissé une enveloppe vide aujourd'hui? Dit-on. Comment vous appréciez cela? Oh, heureusement, vous dites dit-on, parce qu'une enveloppe vide, ce n'est certainement pas le cas. Je dirais que ce départ-là a plutôt soulagé certains qui attendaient de la clarification et qui étaient un peu lassés de cette confusion qui était entretenue à dessein. Donc nous sommes dans une nouvelle ère où nous nous projetons totalement. Mais dit-on, c'est vrai, mais c'est dit par Laurent Gbagbo, votre ancien camarade. Oui, mais bon, libre à lui d'apprécier. Mais nous avons une réalité. Nous avons envoyé 75 délégations en tournée vis-à-vis de notre base. Les retours qui nous viennent confortent le fait que les militants sont restés loyaux au parti et sont déterminés à continuer la lutte aux côtés donc du Front populaire ivoirien. C'est ce qui est factuel. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo aurait usé des ruses avec Pascal Affi-N'Guessan, qu'il a reçu, je crois, à 2 reprises à Bruxelles, en lui faisant croire qu'il souhaitait rejoindre le FPI, alors que le même Laurent Gbagbo affirme dans des déclarations récemment que la préparation du PPACI était en fait en cours depuis Bruxelles. Est-ce que vous pensez que là, vous avez reconnu quelqu'un qui avait un double langage? Bon, il est bien évident que dès lors qu'il atteste qu'il y avait un projet en cours, la finalité du FPI, c'était certainement de fusionner ce parti-là dans ce projet. Je peux penser tel quel. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, notre approche, c'est de dire il y a une situation, nous avons tourné la page, parce que nous avons pris acte et nous avançons vers la résolution de nouveaux projets. C'est ce qui est essentiel. Juste un mot, la vie du FPI sans son fondateur, comment est-elle aujourd'hui? Oh, le FPI est une institution vie de principes, de règles et de valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui nous ont amenés à adhérer au FPI, quand nous étions beaucoup plus jeunes. Moi, j'ai adhéré au FPI en 1990. Ce sont les valeurs, plutôt que les personnes, qui m'ont attiré dans cet environnement-là. Donc, beaucoup de personnes restent constantes dans cette finalité et sont d'ailleurs même, je dirais, regardées par le fait que, passé cette période, nous allons nous ouvrir sur un ensemble d'axes tels que la communication, renforcer notre appareil, donc procéder à un recalibrage qui va davantage nous positionner. Monsieur, avant de permettre à Élisée de réagir, vous parliez d'un point tout à l'heure, vous parliez de valeurs, votre adhésion donc, au Front populaire ivoirien liée donc à votre amour pour ces valeurs-là. Est-ce que vous pensez que comme vous, ils sont nombreux dans votre parti à avoir adhéré à ce parti-là, non pas, parce qu'aujourd'hui on sait quelle grande influence le président Laurent Gbagbo avait donc, de par son image sur ce parti? Oh, vous savez, peut-être qu'au début, certains ont adhéré en tenant compte de l'homme, mais principalement des idées qu'il prônait. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est surtout les idées. L'école gratuite et obligatoire, la démocratie,
autant d'éléments qui ont incité la plupart des Ivoiriens à adhérer au parti. Donc c'est plus ce qui a été prôné par l'individu. Après, tout le monde a concouru à faire en sorte qu'il y ait un certain niveau de leadership. Donc c'est, je dirais, la convergence de toutes les énergies, de toutes les intelligences, de toutes les actions sur le terrain qui ont fait l'homme. Vous voulez me dire clairement ce soir, devant tous les Ivoiriens, qu'aujourd'hui, au FPI, vous avez l'impression que le départ de Laurent Gbagbo et certains de ses camarades n'a pas affecté la vie du parti de quelque sorte que ce soit? Oui, ça n'a pas affecté la vie du parti, en toute sincérité. La vie du parti, s'entendant, ça n'a pas affecté la vie du parti. Parce que depuis, je dirais, 2014, cette dissidence-là avait commencé à s'exprimer. Mais le parti a continué de vivre. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui d'une période où il y a plutôt la clarification et un soulagement. Élisée Boulogo. Monsieur le secrétaire général, vous disiez tout à l'heure que le départ de certains a contribué à mettre en tout cas le parti très à l'aise, à ceux qui sont restés au sein du parti. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qui en réalité était fait par ceux-là qui faisaient que le parti n'était pas à l'aise. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, le FPI sans Laurent Gbagbo et tous ceux qui sont partis, c'est quoi en réalité ce FPI-là? Alors, un parti politique, il vit sur un ensemble d'engagements. Sur un ensemble d'engagements. Et c'est ce que nous avons mis en évidence. Certains sont partis, mais il faut tenir compte de ceux qui sont restés. Parce que quand on dit certains sont partis, il y en a beaucoup qui sont restés. Qui sont restés attachés, encore une fois, à ces valeurs-là. Mais qu'est-ce qui reste du FPI? Mais il reste l'idéal du FPI. Pourquoi certains sont partis? Parce qu'à un moment donné, ils ont créé une dissidence qui a dessein à engendrer la confusion. Donc cette confusion-là a impacté la dynamique de notre parti. Nous sommes allés à des élections législatives, il y avait des confusions. Il y en a qui disent, bon, voilà le candidat du FPI, c'est bien lui le candidat du FPI. Il y en a qui prétendent que non, ce n'est pas lui le candidat du FPI. Donc la réalité, elle est là. À partir de ce moment-là, nous savons que nous allons engager une dynamique qui n'aura plus à gérer cette question. C'est-à-dire l'appareil sera, je dirais, libéré des différentes scories qui, à un moment donné, ont pu plomber sa marche. Monsieur le secrétaire général, pour ma part, je voudrais prendre acte du fait que vous avanciez, que vous avez tourné la page. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous croie pas. Et passer à la suite des événements, à ce congrès du 13 novembre que vous tenez, le congrès extraordinaire du FPI. Est-ce que vous pensez tenir le défi de la mobilisation et est-ce que vous allez inviter Simone Gbagbo ou l'est-elle de fait? Alors, le pari de la mobilisation est lancé. Parce qu'il faut le dire clairement, un parti de l'envergure du Front populaire ivoirien ne saurait réunir des militants à un congrès sans tenir compte de la mobilisation. D'ailleurs, le thème, c'est le Front populaire ivoirien mobilisé pour la renaissance d'une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère. Je ne vous cache pas qu'il y a une petite idée de challenge. Nous avons donc invité effectivement Simone Gbagbo. Vous l'avez invité? Comment vous l'avez invité? Par quel moyen? Par quel moyen? Oui, mais une La question invitation, des on lui a moyens fait... se pose ici parce que Oui. parfois, elle a argué d'avoir été invitée de façon un peu triviale. C'est pour cela que nous demandons oui, formellement. mais nous tenons compte des formes. Okay, nous tenons compte de la personnalité. Bien sûr. Nous avons une certaine culture. Mais justement, nous avons une approche civilisée du jeu politique. Donc nous avons adressé une correspondance en bonne et due forme à Mme Simone Gbagbo. De façon très directe, quels sont vos rapports aujourd'hui avec Mme Simone Gbagbo? Je dirais que ce sont des rapports normaux. À l'époque, on l'avait déjà rencontrée quand elle était revenue là, de sa détention. On l'a rencontrée. Après cela, il y a eu quelques rencontres informelles. Mais dans le contexte actuel, il n'y a pas eu véritablement de rencontre. Mais toujours est-il que le président du Front populaire ivoirien, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, l'a invité à rester dans la maison, puisque c'est sa maison. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, moi, on est devant les Ivoiriens, on voudrait savoir quelles sont vos relations avec le PPACI de M. Laurent Gbagbo et également avec le président Alassane Ouattara, ou du moins le RHDP du président Alassane Ouattara. Alors, juste un mot sur le PPACI. Est-ce que vous avez invité le PPACI? Non, on n'a pas invité le PPACI. Pourquoi? Par rapport aux relations, on n'a aucune relation, en l'état actuel des choses, avec le PPACI. C'est une question d'échange de bons procédés.
Ils vous ont pas invité à ils leur sont allés à un congrès. Ils vous ont pas Ils sont invité, allés- vous ne oui. les invitez pas. Non, non, laissez-moi finir. Et c'est un de bons procédés. ça. On n'a pas été invités à leur congrès, on ne les invite pas. Comme ça, chacun à l'aise. Dès lors qu'on a tourné la page, chacun mène allègrement son chemin. Voilà. Donc, des échanges avec le PPACI, ce n'est pas une question d'actualité au Front populaire ivoirien. Nous sommes Et engagés vos relations dans une avec, autre dynamique. vos relations avec le relations avec RHDP, le avec pouvoir. le RHDP du président Alassane Ouattara. Oh oui, ce sont des relations qui s'inscrivent dans un cadre, je dirais, cordial, de respect mutuel entre différents partis politiques. Vous n'envisagerez pas une alliance éventuellement avec le RHDP, le Non, FPI et le RHDP? on l'a dit clairement, dès lors que nous sommes engagés dans la question de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, dès lors que prime l'intérêt national, mais nous ne comprenons pas pourquoi on aurait un complexe quelconque à envisager une alliance avec le RHDP. Nous n'avons pas encore posé d'actes préparatoires, mais cela n'est pas à exclure, ni à proscrire. C'est une question de survie aussi pour votre parti? Oh, il faut tenir compte d'un environnement récent. Nous sommes sortis de la question de la désobéissance civile avec l'acte qui avait été posé. Pendant que nous pensions que nous étions dans une alliance avec différentes plateformes, nous avons bien vite compris qu'il y a un axe qui s'était dessiné en excluant les autres. Ça, c'est déjà l'histoire récente. Au-delà, il est bien évident, compte tenu des résultats que nous avons par rapport aux échéances politiques passées et récentes, il est bien évident qu'aucun parti ne saurait aller tout seul à ces élections-là. C'est déjà même une expression, avant même un acte de survie. Comment vous voulez diriger un pays sans avoir la capacité de créer des alliances, d'échanger avec les autres? Il faut créer plutôt des passerelles au lieu de construire des murs. Donc la finalité, c'est cela. Donc au-delà de la question de survie, il y a aussi une volonté de voir de façon mutuelle comment nous pouvons engager le pays. Parce que la réalité, je vais y arriver, mais la réalité c'est que le dernier échange, je ne sais pas si on en parlera, mais je peux déjà faire une parenthèse, le dernier échange était un engagement résolu du président Finguessa pour poser des questions essentielles des Ivoiriens au président Ouattara. Vous nous en donnerez les détails tout à l'heure. D'accord. Monsieur Je crois que madame voulait poser une question. a un mot. Oui. Non, mais votre vision est noble parce que vous parlez de réconciliation et de cette dynamique dans laquelle tout le monde est engagé, alors qu'il y a quelques instants, vous rendiez la pièce de leur monnaie au PPACI. J'y vois quelque peu un double langage, peut-être me trompe. Mais ce n'est pas la pièce d'une monnaie. Nous avons consommé une rupture seulement en août. Ils se sont engagés dans la création d'un nouveau parti. Mais eux, ils disent Et ce qu'ils parti- ne voulaient pas rentrer justement dans une querelle avec vous. Donc ils ont préféré se retirer pour éviter. Mais ce n'est pas une querelle. Nous ne sommes plus non plus dans la guéguerre avec eux. Bah, mais ils la vous invitent réalité pas, vous les est là. invitez pas. Non, l'échange de bons procédés, c'est quoi? Vous auriez pu être grand seigneur et les inviter. Non, c'est ce que l'échange je- de c'est ce bons que je dis. procédés, c'est de dire, dès lors qu'on ne m'a pas invité, certainement qu'on n'a pas envie non plus de venir à mon invitation. Il faut aussi tenir compte de cela. La finalité, ce n'est pas d'être dans la justification pour dire, bon, on les a invités, ils ne sont pas venus, alors on est dans une sorte de lamentation. Ce n'est pas la finalité. Il faut s'engager sur des éléments beaucoup plus nobles, beaucoup plus Comme essentiels. on est en train de parler du point de l'invitation, j'ai une question que j'avais envie de glisser tout à l'heure qui n'a pas eu de suite. À propos de suite, vous avez invité Simone Gbagbo? Le congrès, c'est juste samedi. Est-ce qu'elle a répondu favorable? Favorablement. Il faut dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas de retour. Mais comme je le disais tantôt, elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non. Vous avez invité vos amis du RHDP? On a invité le RHDP. Et le Nos PDCI amis du aussi. RHDP, nous sommes amis avec tous les partis politiques qui ont la même finalité, l'intérêt national. D'accord. Donc Alors, on a le invité PDCI le RHDP d'abord parce que c'était un parti politique et ensuite, c'est quand même le parti qui gouverne. Oui. Alors, tout à l'heure, vous PDCI. parliez d'une possible alliance avec le RHDP, parti d'essence libérale. On a comme le sentiment que, à force de vouloir des postes dans le gouvernement, le socialisme que vous incarnez serait soluble dans le libéralisme. Si, Oh, si mais votre, non, si mais votre attendez, but est d'avoir... c'est tendancieux, c'est Non, je tendancieux. m'apprête à le souligner. C'est tendancieux Si de votre- dire Il que est la tendancieux finalité... à souhait. Non,
c'est un enjeu de Je dire voulais le que la souligner, je suis d'accord avec finalité, vous. c'est d'avoir des postes Voilà. au gouvernement. C'est ça. M. Afi N'Guessan a été Premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais peut-être pas lui, Non, mais non, envoyer laissez-moi des finir. M. représentants Afi N'Guessan au a été Premier gouvernement. ministre de Côte d'Ivoire. Nous avons au niveau du FPI beaucoup d'acteurs qui ont été membres du gouvernement. Certains ont été des présidents de conseil d'administration. La finalité, si on devrait s'engager, c'est au nom de l'intérêt national. Ça, je le comprends. C'est faire en sorte que nous qui sommes des socialistes... Mais vous vous pendant affranchissiez que- de vos Non. idéologies respectives. Non, il y a des alliances non idéologiques. Ça ne veut pas dire qu'on s'affranchit de nos idéologies respectives. On n'a pas dit une fusion, on a dit la perspective d'une alliance. Mais comment on ne pourrait pas se parler quand on est dans un contexte de réconciliation? Si le RHDP est engagé sur des processus avec pour finalité de mettre en œuvre, comme ils disent, une approche solidaire, nous qui sommes des socialistes, pourquoi notre lecture de la scène? Pourquoi nos idées? Pourquoi nos énergies ne pourraient pas converger attendez, Brice. dans je l'intérêt suis intéressé. et pour l'intérêt des Ivoiriens? Bah, très bien. Alors dites-moi, là on parle des piliers du pouvoir actuel, la politique du gouvernement. Quel est l'élément dans la politique actuelle du gouvernement qui aurait l'acquiescement du FPI que vous représentez ce soir? Quel est, au niveau social, économique, quelle action ce gouvernement a menée Il faut dire et que... qui- Il faut dire que ce qui était attendu principalement de ce gouvernement, depuis donc la crise, c'était de régler la question de la sécurité, la question de l'économie et la question de la réconciliation. Voilà les trois grands axes. La question de l'économie a été plus ou moins bien gérée, puisque dans tous les cas, il y a une croissance de 8%, qui malheureusement avec le Si contexte... c'est Avec demi le, exactement. non, avec le contexte de la pandémie, voilà, a qui est passé à chuté. chiffre, c'est ça. La question de la sécurité, je dirais qu'il y a des efforts à faire avec aujourd'hui Le terrorisme. l'attaque terroriste et menace tout. terroriste. Mais la sécurité en interne, vous n'êtes pas agressés tous les deux pas que vous faites. Ce qui manque, c'est la question de la réconciliation. Je crois que le gouvernement s'y engage. Et c'est en cela que nous pensons qu'il est important qu'on aide le gouvernement. Parce que la finalité pour nous, c'est que la Côte d'Ivoire retrouve cette base-là où il y a de la convivialité, de la confraternité et que nous engageons véritablement les projets qui vont permettre au pays de se développer. Élisée Ok, Boulou. monsieur le secrétaire général, moi j'ai une question. Je l'ai posée en sourdine, mais certainement que vous ne l'avez pas bien perçue. La première chose, c'est vrai que vous avez parlé de tous ceux que vous avez invités. Je voudrais juste savoir, est-ce que le PDCI, qui jadis a été votre premier allié avant la question de désobéissance civile, est-ce qu'elle a été invitée? Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, vous avez le congrès le samedi. Quelles sont éventuellement les grandes décisions qui pourraient être On va prises? garder celle-là hein, Ok, pour le d'accord. retour de la pub. Mais je vous permets la question Ok, d'accord. concernant l'invitation au PDC. Alors non, il a dit en sourdine, mais il y a tellement de questions par ailleurs. C'est ça, c'est ça. Alors, Bon, on cherche à savoir qui vous aviez invité globalement. Oui, le PDCI a été invité. Ok. Voilà. d'accord. Ok, Alors, merci. moi, je ne suis pas comme Alain Toussaint, je ne suis pas grand analyste politique, mais je me pose une question en tant que citoyen lambda. Vous êtes le FPI, donc vous avez participé à la désobéissance civile, donc vous étiez très opposé à l'époque au RHDP. Et puis, vous n'excluez pas aujourd'hui de vous retrouver, vous, je suppose que vous êtes un parti d'opposition, vous êtes d'accord avec moi, vous le concevez, et vous vous retrouvez aujourd'hui avec, enfin, vous entrevoyez, en tout cas, vous n'excluez pas une alliance avec le RHDP. même RHDP. Finalement, dans la tête des gens, c'était pas les gars que vous étiez en train de combattre il y a quelques mois. Comment ça se fait, en fait? Alors, on n'est pas un parti d'opposition. On est un parti dans l'opposition. Il y a une Quelle est nuance. la nuance? Voilà, Ah, Non, je la veux bien comprendre. nuance, C'est pour ça que Voilà, j'ai- c'est qu'on je est dans comprends. On l'opposition voudrait bien comprendre. et on promeut les différents programmes pour pouvoir espérer demain Ok, le poids des- voilà, conquérir le pouvoir d'État. C'est ça, être dans l'opposition. Un parti d'opposition, c'est celui qui s'oppose à tout, qui prend plaisir à s'opposer, qui dit non à tout moment. Donc nous sommes un parti dans l'opposition. Il y a eu un épisode malheureux, nous avons franchi cette étape-là, nous nous projetons dans une autre dynamique. On ne pourrait pas dire qu'il y a des personnes qui ont le privilège exclusif d'engager des échanges avec le président Ouattara ou avec le RHDP. Il faut proscrire ce genre d'approche. On est en République. Un parti politique a pour finalité de chercher des solutions, de se rapprocher des attentes des populations. Si ça passe par un échange avec le parti au pouvoir, on le fait. Et on a dit qu'on n'excluait pas cela. Ça ne veut donc pas dire qu'on s'y est engagé, on n'exclut pas. Après, il faudra qu'il y ait deux partis. Nous, on n'exclut pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Nous attendons de En savoir. tout cas, on va retenir que vous êtes un parti dans l'opposition et non un parti d'opposition. On va retenir ça juste avant de partir à la pub. Et au retour de pub, Élisée, justement, a envie de savoir ce que vous prévoyez, donc ce que ce congrès-là propose aux Ivoiriens. Ça sera juste après ceci. D'accord. Merci d'être en notre compagnie. Merci de nous rejoindre pour ceux qui le font en ce moment. Et bien sur le plateau du Live Talk, qui est notre invité pour cette dernière partie du rendez-vous. Monsieur Isiaka Sangaré, il est secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien. Eh bien, on va aborder à présent la question du congrès le tout prochain. Et il disait, il a hâte de savoir ce que vous proposez aux Ivoiriens. C'est ça, ma question à l'endroit du secrétaire général, c'est de savoir quelles sont éventuellement les grandes décisions auxquelles la population doit s'attendre, ou les militants du FPI, lors de ce congrès du 13 novembre prochain. Merci. Nous sommes donc dans cette dynamique-là qui va avoir pour finalité de récalibrer le parti, en faire en sorte que nous puissions avoir une nouvelle offre, mais en mettant en avant notre capacité opérationnelle que nous allons renforcer au niveau de la communication, au niveau de l'organisation et du fonctionnement du parti, au niveau du jeu dynamique des alliances, au niveau de la clarification de notre ligne politique et de notre idéologie. Donc les militants devraient s'attendre à participer à un grand événement où leurs contributions sont fortement attendues. Quand vous dites clarification de la ligne politique, qu'est-ce qu'il faut comprendre par clarification? Est-ce qu'il y a des mouvements de poste et tout ça? Donc dites-nous. Ah non, non. Clarification, vous savez, très souvent, malheureusement, il y a eu une approche, il y a eu beaucoup d'anathèmes. Oui, on s'est éloigné de la ligne du parti, on s'est éloigné de ci, on s'est éloigné de là. Mais finalement, ce qui a été retenu, c'est qu'il y aurait eu des louvoiements du président Afingessa. Rien d'autre n'a été retenu. Donc il est important que nous expliquions, à nos militants principalement, et puis aux Ivoiriens, que nous sommes restés constants, attachés à cette ligne-là, la ligne de la transition pacifique à la démocratie, en mettant en œuvre un ensemble d'actions. Donc nous allons sortir de là, je dirais, renforcer dans notre approche, renforcer dans notre organisation et nous préparer pour les échéances à venir. Mais justement, d'un point de vue programmatique, est-ce que vous allez réexpliquer peut-être la ligne en ce qui concerne le contenu de ce que vous appelez socialisme? Qu'est-ce que vous mettrez là-dedans dans un contexte actuel où on a une économie qui est sous le joug d'une forme de libéralisme débridé dans notre pays, avec des inégalités sociales qui demeurent en dépit des efforts du gouvernement? Qu'est-ce que vous allez proposer aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous allez expliquer le 13 comme vision de ce point de vue? Alors, je dirais cette vision-là, pour nous, la finalité, c'est rester dans la social-démocratie. La social-démocratie qui va donc faire converger autant le socialisme que notre approche libérale, parce que l'État devrait seulement s'en tenir à réguler le marché pendant que les privés s'installent et font du business. Mais ce serait la jungle. Pardon? Ce serait la jungle. Oui, c'est ce que la ne peut jungle... pas être Oui, mais régulateur. on va réguler. Il faut réguler. Pour qu'on ne soit pas dans la jungle, il faut réguler. Il faut réguler. Donc nous ne sommes pas dans des approches extrêmes. Okay. Voilà. Monsieur le secrétaire général, la tendance aujourd'hui dans les différents partis, c'est vraiment de promouvoir la jeunesse. Tout le monde parle de renouvellement de la classe politique, renouvellement de la jeunesse du parti et autres. Aujourd'hui, au niveau du FPI, est-ce que c'est une tendance dans laquelle vous êtes aussi? Et puis, bien évidemment, juste savoir votre point de vue en tant que secrétaire général du FPI sur la question de la limitation d'âge éventuellement, de la proposition de loi qui serait bien évidemment déposée devant les députés bientôt. Alors, nous faisons la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, le représentant de la jeunesse, le secrétaire national, est en même temps vice-président du parti. Et nous dirons qu'au niveau des tranches d'âge, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur entrée. Et même à ce congrès, le président du parti va aussi procéder à de nouvelles nominations au niveau des instances, en privilégiant les jeunes. Maintenant, la question de la limite d'âge, en 2000, cette requête a été celle du Front populaire ivoirien. Dirigé par Laurent Gbagbo. Dirigé, vous le dites. Cette requête, c'est juste le contexte historique. Vous le dites. Oui, mais c'est factuel. Vous le dites. Voilà, vous le dites. Donc, c'est bien ça. Alors, donc, si cette requête-là a été prise en compte à cette période, nous ne comprenons pas que subitement, il y ait des lectures différentes. En principe, en Côte d'Ivoire,
nous avons 70% de la population qui a moins de 30 ans. Ça veut donc dire que si ces jeunes-là aspiraient véritablement au changement, les chances des candidats actuels seraient totalement réduites. Mais le fait aussi qu'ils aient régné longtemps, gouverné longtemps, qu'ils aient eu accès à certains privilèges étatiques, qu'ils aient eu le temps d'asseoir leur appareil, devient une sorte d'obstacle. Donc nous disons qu'il est important que la question de l'âge à 75 ans soit réintroduite. Ça nous paraît important. Voilà. Très bien. Alors, le 28 octobre dernier, le président Finguessan a été reçu par le président Ouattara. On avait promis de vous permettre d'en parler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et je pense que nos confrères de l'héritage sont allés même jusqu'à imaginer que de cette rencontre-là, on pouvait déjà entrevoir une forme de avec gouvernement l'entrée du président à Finguessan, nationale, d'alliance. Vous y étiez? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pouvez-vous nous en dire un mot? Nos téléspectateurs. Je veux dire que cette rencontre s'est déroulée dans un cadre convivial. Un échange entre le président de la République et le président Finguessan. Un cadre convivial parce que des questions essentielles ont été abordées. Le président de la République a montré vraiment beaucoup d'empathie dans sa volonté de trouver des solutions relativement au processus mis en œuvre, celui de la réconciliation. Donc je dirais que de ces échanges-là, beaucoup d'actions pourraient par la suite découler. Notamment, on a parlé de la reprise du dialogue politique. Apparemment, en décembre, il y a la reprise, si je ne m'abuse. Hein, exactement. Bien. Alors d'ailleurs, Voilà. justement, cette annonce-là aurait été notée dans l'intervention du Premier ministre. On va en parler demain, plus en détail, de cette conférence de presse, donc animée par le Premier ministre Patrick Achion. On aura l'occasion d'en parler. Comme le secrétaire général, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Bon. C'était un rapport, il terminait les points de la rencontre. Voilà, les points de la rencontre. Et on termine avec vous. Après, le président Finguessan, président du Front populaire ivoirien, s'est fait fort de porter à la connaissance du président de la République les attentes de certains de nos concitoyens, notamment les planteurs dans le domaine de l'hévéaculture. Ensuite, il s'est fait aussi, je dirais, quelque part, l'avocat des fonctionnaires qui, pour une raison ou pour une autre, auraient été radiés ou n'ont pas été réintégrés après la crise post-électorale pour voir quelles mesures de compensation pourraient être accordées à ceux-là. Je pense donc qu'il a posé un ensemble de problèmes essentiels. Il a parlé donc de la réconciliation, de la cohésion nationale. Il a même évoqué aussi le cas de certaines personnes qui seraient encore détenues après donc la désobéissance civile. Et le président Ouattara n'a pas rejeté la possibilité d'élargir certains, parce qu'il a même dit qu'il pensait que tout le monde avait été libéré, à part effectivement ceux qui ont posé certains actes. Voilà les actes où il y a eu les crimes de sang et autres. Donc pour le reste, il est totalement ouvert à prendre des initiatives. Y compris sur les questions électorales, la liste électorale, la révision de la liste électorale, les cartes d'électeurs, tout ça, c'est maintenant qu'il faut aborder ces questions. On n'est pas allé dans ces détails, mais on a invité à la réouverture, donc à la reprise du dialogue politique. Ça veut donc dire que ces questions-là seront abordées à l'ordre du jour. Voilà, à l'ordre du jour. D'accord, monsieur le secrétaire général, comme je le disais, je m'en voudrais ne pas vous poser cette question. Aujourd'hui, avec du recul, quel bilan faites-vous de la désobéissance civile? Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez au niveau du FPI? Il est bien évident que cet événement est regrettable parce qu'il a fortement entamé la cohésion sociale. Il y a eu des morts, il y a eu des situations malheureuses, des destructions de biens. Il faut fermer ce genre de parenthèse assez rapidement et se projeter sur demain. C'est ce que nous mettons en œuvre. Il faut quand même sentir cela. Nous avons été présents à tous les différents appels au dialogue politique. Ça, il faut le reconnaître au président Finguessan. C'est à l'honneur de M. Finguessan. À l'honneur de M. Finguessan. Merci, M. Alain Toussaint. Mais les retombées, on les a vues. Les retombées, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de transparence même dans le processus de la CEI. Un ministre de la République peut perdre des élections. Voilà. Donc, on a fait des propositions au niveau de la proportionnelle améliorée, au niveau du découpage électoral. Donc toutes ces questions-là doivent être reprises avec la continuité du processus
portant donc sur le dialogue politique. Pascal? Dans la foulée de la question d'Élysée, moi j'aimerais saluer aussi la résilience de M. Afin-N'Guessan, du Premier ministre Afin-N'Guessan. Merci. Parce que revenir dans le jeu politique et reconsidérer les alliances, alors qu'il a fait partie des personnes qui ont été arrêtées à la suite de la désobéissance civile, il faut avoir une certaine vision de la nation pour le faire. Ceci dit, en 2025, est-ce que le Premier ministre Afin-N'Guessan sera le candidat du FPI? Oui, il est bien évident que le Premier ministre Pascal Afin-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, met en avant d'abord le sens républicain. Pour lui, le plus important, c'est la République. C'est comment nous échangeons dans un cadre institutionnel, comment nous prenons en compte les attentes des populations. Oui, il est bien évident que nous appelons de tous nos voeux cette candidature. Quand on a un candidat de la trempe de Pascal Afin-N'Guessan, qui a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a été candidat en 2015, qui est aujourd'hui président du Conseil régional, qui a un parcours politique des plus édifiants. On se dit, mais on a déjà le produit. Vous écartez toute primaire? On a Est-ce déjà... que vous ne retombez pas je dans vais les y arriver. travers? On a déjà le produit. Cependant, nous avons des procédures internes. C'est pourquoi je dis, nous en appelons à tous, voilà, nous appelons à tous nos voeux que ce soit lui le candidat. Maintenant, nous irons devant les procédures internes, donc, je dirais, le Congrès, pour prendre la décision finale. Et ce sera en quelle année? Tous avant les élections. Avant Donc les 2025, ça va se faire avant. Mais nous souhaitons qu'il soit le candidat et nous pensons qu'il a toutes les capacités pour remporter ces élections-là. Monsieur Sangari, vous êtes secrétaire général du FPI et également porte-parole de ce parti. Le 13 novembre prochain, dans quelques jours, donc vous avez votre congrès. Qu'est-ce que vous souhaitez que les Ivoiriens retiennent de ce congrès-là? C'est un FPI nouveau, un FPI rénové, un FPI renforcé? Refondé? Refondé, oui. Oui, nous souhaitons que les Ivoiriens comprennent que d'abord, dans le jeu institutionnel, ce qu'il faut privilégier, c'est les valeurs, c'est les règles et les principes. Que nous comprenions que la continuité doit s'installer par rapport aux institutions. Que la loi doit être primordiale et respectée par tous, dans l'esprit républicain. Donc, fort de cela, nous nous disons que nous allons à ce congrès-là pour mettre en œuvre une nouvelle dynamique, pour recalibrer nos capacités opérationnelles, pour nous redéployer au niveau de la communication, entrevoir la meilleure des politiques pour le financement du parti en tenant compte de la contribution des militants et au-delà, pour mettre en évidence des alliances dynamiques. Et donc nous espérons que toutes ces questions-là vont intéresser davantage nos militants. En tout cas, nos équipes vont suivre. Je crois qu'elles sont invitées à votre congrès. Nos équipes sont invitées, elles. La rédaction. La rédaction. Oui, mais forcément. On ne saurait aller à un congrès dans le contexte actuel en ignorant Live TV. Vous faites partie de l'environnement audiovisuel très fort de notre pays. Merci. Donc, comme on n'a pas invité tout le monde, donc on ne sait pas trop. Monsieur Issaka Sangari, merci d'avoir été à notre compagnie. Ça a été des échanges très fructueux. Et puis, comme vous l'avez dit, cette chaîne-là est la vôtre, vous passez. Et en tout cas, on va suivre de très près le déroulement de ce congrès-là et partager les différentes informations avec les Ivoiriens, décrypter, analyser les différentes propositions que vous y ferez, en tout cas les décisions qui seront prises à ce congrès-là. Merci Alain, merci Pascal, merci Élysée. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales. Elles se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Juste après, vous retrouvez André Bois pour Immersion. Nous, c'est demain sur ce plateau-là qu'on vous donne rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.